Hop. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur augmenter sa rentabilité grâce aux tests utilisateurs. Alors, l'intérêt du webinaire, ça ne va pas être d'expliquer comment bien faire un test utilisateur, mais plus l'intérêt de faire un test utilisateur. On commence. Hop, il faut que je me mette sur la petite fraise. Tac. Hop là, n'hésitez pas à faire un coucou, un hello comme je l'avais marqué. C'est bien moi, c'est pas Julien qui fait la présentation. Le petit déroulé du webinaire, en gros, on va commencer par en quoi consiste un test utilisateur. Coucou Marie, bienvenue. Qu'on soit tous au même niveau d'information sur ça représente quoi un test utilisateur. Quand l'utiliser, est-ce que je peux l'utiliser à tout moment dans mon projet ou est-ce qu'il y a des périodes qui sont propices? Quels sont les bénéfices? Donc là, c'est la partie la plus importante, hein, l'intérêt de faire un test utilisateur. Et combien de temps ça prend de faire un test utilisateur? Si j'ai envie demain d'en faire un, est-ce qu'il va falloir que je prévoie un jour ou un mois? On va voir tout ça ensemble, à commencer par le test utilisateur, c'est quoi? Et le test utilisateur, ça commence la première fois qu'on l'utilise vraiment, cette méthode, c'est la période de Seconde Guerre mondiale. C'est un monsieur qui s'appelle Alphonse Chapanis. L'histoire, c'est il fait des tableaux de bord d'avion. Et en fait, la technologie évoluant beaucoup à cette période, il y en a de plus en plus de mesures et donc de plus en plus de cadrans. Et donc, les pilotes s'y perdent, font des erreurs de pilotage, ce qui n'est pas une bonne idée à cette période-là. Désolé pour le bruit, c'est qu'on a ouvert les fenêtres parce qu'il fait très chaud. Il y a beaucoup de cadrans différents, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire cette méthode de test utilisateur. Et donc, sans trop le savoir, c'est qu'il construit plusieurs afficheurs de cadrans et le fait expérimenter à différents types de pilotes. Et du coup, pour repérer quelle affiche, quelle disposition de cadran crée le plus d'erreurs et quelle, au contraire, est le plus appréciée. C'était un petit peu les prémices. Bonjour Frédéric, bienvenue. C'était un peu les prémices du test utilisateur avec ce Alphonse Chapanis. Aujourd'hui, un test utilisateur en 2020, ça ressemble plus à ça. Pour faire la petite référence, ça, le GIF que vous avez, ça vient d'une vidéo YouTube que vous pouvez retrouver qui s'appelle Sprints, the 5-Act Interview. C'est marqué juste en dessous. Et ça, c'est en fait un bouquin à la base qui explique comment bien faire son test utilisateur en 5 étapes. Donc là, j'ai repris une partie de leur vidéo justement parce que je trouvais que le contexte était bien propice à expliquer à quoi ça ressemble un test utilisateur. Là, en l'occurrence, ils sont dans leur bureau. Donc ça veut dire qu'ils ont invité la personne. On voit sur la dame devant elle, elle a un iPad et une caméra qui est juste au-dessus. Donc un iPad, donc c'est sensiblement, ça va être un test sur une appli. Parce que si c'était, ça peut être un site internet, mais si c'est un site internet, il y a de grandes chances que ce soit pas un iPad. Bonjour Alice et bienvenue. Là, en fait, c'est un iPad. Donc je me dis, ils vont lui faire tester une application, il y a de grandes chances. Et la caméra qui est juste au-dessus de l'iPad, tout l'intérêt en fait de mettre ça, c'est pas de en fait ton écran, tu peux le filmer à partir d'applications depuis ton iPad ou ton ordinateur. L'intérêt de cette caméra, ça va être de filmer la personne, ça va être de filmer ses doigts. Là c'est pour ses doigts. Coucou Eva, bienvenue. Et ça va être aussi de filmer ses mimiques de visage. Est-ce qu'elle fait des têtes de je ne comprends pas ou au contraire de c'est simple, tu vois. Et tout ça, ça va participer en fait à l'analyse qu'on va faire plus tard. On met donc l'utilisateur en situation. On va demander à cet utilisateur d'avoir donné des missions. Et le rôle de la personne qui est l'homme à gauche et qui est mon rôle, moi, dans mon métier, quand je fais faire test utilisateur, c'est observer les réactions, noter tous les commentaires
et les différents comportements qu'ont chaque utilisateur en fonction de où ils sont, de quel parcours ils pratiquent sur le système que je leur ai mis sous les yeux. Comment je fais pour observer tout ça? Et je fais donc des missions. Je vais leur donner ce qu'on appelle des scénarios d'usage. Les scénarios d'usage, là, je vous ai mis un exemple d'un cas que je viens de pratiquer la semaine dernière avec un client qui c'était très technique, où j'ai donné à ses utilisateurs, pour mon client, ce type d'objectif. Vous cherchez une sonde, nanana, nanana. Vous souhaitez contacter l'entreprise X, vous devez faire une demande de devis pour un produit qui intéresse, etc., etc. Je leur donne des objectifs à ces utilisateurs. Et donc, ils vont aller essayer de trouver, du coup, de résoudre cet objectif, de résoudre cette mission. Et moi, je vais regarder comment ils vont s'y prendre, par où ils vont passer. En l'occurrence, là, c'était sur une maquette de site Internet. Il faut bien noter que moi, en l'occurrence, c'était site Internet, mais que ça peut être aussi un système ou un produit physique. C'est pas que des sites Internet. Cet utilisateur, c'est une méthode. Là, c'était pour un site Internet. Et grâce à ces scénarios d'usage, j'ai été capable de récupérer les différents comportements qu'ils ont pu avoir. On a dit tout à l'heure, quand on a présenté un petit peu dans les 5 Act Interviews, que c'était l'utilisateur qui avait été invité. Mais il faut savoir que les tests utilisateurs, connaissance générale, sont des tests qui peuvent se pratiquer dans différents formats. On a un format en situation contrôlée où on va avoir, par exemple, comme on a vu, la personne qui vient directement dans les bureaux. Ici, avec l'agence Pilotin, ce serait par exemple nous qui invitions les gens à venir dans l'agence, on leur prépare un poste de travail et c'est une situation contrôlée. Après, on a une deuxième situation contrôlée qui est plébiscitée beaucoup par les entreprises et les structures qui font vraiment énormément de recherche utilisateur, qui font que ça, qui sont focus sur le cognitif, etc., où ils vont carrément utiliser des labos. Donc, vous le voyez un petit peu sur l'image en bas à gauche. En fait, ils sont derrière une vitre teintée et l'utilisateur est derrière en train d'utiliser le système. Ça, l'intérêt de faire ce genre de méthode, c'est qu'on va pouvoir obtenir des données hyper qualitatives parce qu'on a une situation privilégiée. Le défaut, c'est que, parce qu'il y a toujours un défaut, c'est que c'est un petit peu biaisé comme méthode. La personne n'est pas chez elle et utilise un matériel ou un système qui n'est pas naturel pour elle, qui n'est pas commun. C'est dans cette réflexion-là qu'on a le deuxième, le petit 2. Vous me précisez si vous entendez bien, etc. Au cas où il y a un truc qui crache, vous me dites, vous m'envoyez un petit message. Le 2, vous voyez, il y a marqué contexte naturel. Et du coup, c'est dans cette idée de, en contexte naturel, justement, on va minimiser ces biais. Il y en aura toujours, mais on va minimiser ces biais. On va faire en sorte que la personne, ce soit le plus naturel possible, le comportement qu'elle a face au système. Ici, on voit, par exemple, c'est dans le magasin en lui-même, mais ça peut être aussi chez l'habitant. On peut aller directement chez l'habitant et lui présenter un système qui va utiliser avec son propre matériel à lui et donc avoir ses propres réflexes de quand il est chez lui. Il y a tout un état d'esprit qui joue avec ça et qui fait qu'on a des résultats qui sont moins biaisés en contexte naturel, mais qui sont peut-être un petit peu plus à récupérer que si on était dans un laboratoire, etc. Pour le dernier, celui à distance, vous vous en doutez, avec la période de confinement qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, il a été beaucoup plébiscité. Le test utilisateur à distance nous permet non seulement de faire abstraction de la différence géographique, et quand je parle de différence géographique, je ne parle pas forcément de pays, hein, je parle même de région. Là, le test utilisateur que j'ai fait la semaine dernière, par exemple, c'était des utilisateurs qui n'étaient pas si loin que ça, parce que nous, à Pilotin, on est à Lyon, ils n'étaient pas si loin que ça, Lyon. Et ça veut dire qu'ils doivent prévoir le trajet, venir, c'est des coûts, etc. Et ça veut être des freins pour vos utilisateurs. Donc, le test utilisateur à distance, ça peut être la façon de faire passer la pilule, de leur dire, on peut faire ce test, mais tu n'as pas besoin de générer de coûts de déplacement, tu n'as pas besoin d'être là en physique et tu participes quand même. Alors, pour le test à distance, qui est possible de faire, alors il y a des outils qui sont préparés pour.
comme Morae, mais il y a aussi, vous pouvez prendre les premiers outils de visioconférence disponibles, à savoir Google Meet ou Skype entreprise. Et il suffit en fait de demander à votre utilisateur de partager son écran. C'était pour les différents formats de test utilisateurs. On va passer à quand utiliser un test utilisateur. On sait à quoi ça ressemble maintenant un test utilisateur, on sait ce que ça représente, mais quand est-ce qu'on doit l'utiliser? Et avant de continuer, si vous avez des questions, donnez-les-moi dans le chat. J'essaierai de regarder en même temps. Et dites-moi aussi, si possible, à quel point vous êtes sensible au test utilisateur. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que vous n'en aviez jamais entendu parler? J'essaierai de m'adapter un petit peu mon discours en fonction de ce que vous me dites dans le chat. Alors, quand l'utiliser, ce test utilisateur? Pour vous préciser ça, j'ai utilisé en fait la timeline de la méthode Design Thinking. C'est quoi le Design Thinking? Vous allez me dire. Le Design Thinking, en fait, c'est une méthode qui peut être utilisée par n'importe quel designer. Le designer apprend des spécialités, hein, chacun. Mais n'importe quel designer peut utiliser cette méthode qui est parfois en 5 étapes, parfois en 7 étapes, parfois en 3, mais qui a toujours pour grand principe d'avoir une partie recherche, une partie je génère des idées et je vais les tester. Et justement, le test utilisateur, si vous vous basez sur ça pour représenter un petit peu votre projet, il est plutôt vers la fin, justement, vers la partie, j'ai fait générer un concept, je veux le tester, j'utilise un test utilisateur. Vous voyez sur le schéma que j'ai mis ça entre le 4 et le 5. Je n'ai pas mis ça sur le 5 directement. Pourquoi? Parce que même si le test utilisateur va servir à évaluer, il est itératif. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire itératif? Itératif, ça veut dire que on va le répéter. C'est quelque chose qui se répète. Du coup, je vais aller dans ma partie génération. Là, quand je suis à la partie test utilisateur, c'est que j'ai déjà déjà analysé mon marché, j'ai déjà eu des idées, les équipes se sont déjà brainstorm, on a déjà une bonne idée de comment on va lancer notre produit, de comment on va lancer notre site internet, de à quoi on a la première maquette, soit du produit, soit de la site internet, du service. Et justement, on veut essayer ça. On a qu'un tout petit but de concept, mais on veut commencer déjà à utiliser ce début de concept, test utilisateur. Et là, où le test utilisateur est peut-être un peu moins clair pour ceux qui le connaissent déjà, et que le test utilisateur est itératif, ça veut dire que je vais aller l'évaluer totalement, mais ensuite je vais revenir en arrière. Parce que lors de mon évaluation, je vais d'abord commencer par évaluer le fond. Donc le fond de ma maquette, c'était un site internet, ça va être la navigation, ça va être l'ergonomie. Et du coup, là, je vais tester si le base de ma maquette, en fait, est correct. Et une fois que j'ai eu des retours qui sont peut-être bons sur la forme et qu'il y a certains trucs où justement ça ne va pas, ça c'était très frustrant pour les utilisateurs, ils n'ont même pas compris qu'ils pouvaient passer par là. Ce genre de retour va me permettre de retourner à l'étape génération, de retravailler, de l'optimiser et de la repousser en évaluation. Génération, évaluation, et ainsi de suite. On va essayer de faire échouer le plus possible chaque partie de votre projet jusqu'à ce qu'il ne puisse plus échouer. Et à ce moment-là, vous pouvez être sûr de pouvoir passer sans encombre, ou en tout cas en minimisant un maximum, à la suite. Le test d'utilisateur égale itératif. Bien retenu. Ça représente donc quoi dans la gestion de votre projet demain, que ce soit votre projet perso, que ce soit un projet, vous ayez une équipe avec vous, etc. C'est plusieurs étapes, plusieurs tests utilisateurs puisqu'il est itératif. Un premier pour valider le fond, comme on l'a vu, qui est une V1, entre guillemets. Je vais faire un deuxième test utilisateur, pardon, où je vais valider, par exemple, certaines fonctionnalités spécifiques. Je vais en faire un troisième où là, c'est un petit peu plus propre. On a rajouté les couleurs, la charte graphique du client pour faire référence au site internet, mais pour un produit, c'est pareil. C'est que une fois qu'on est-ce qu'on arrive avec le packaging à tirer toujours, est-ce que le simple utilisation du produit va suffire ou est-ce que quand je mets le packaging autour, ça marche toujours avec mon utilisateur?
différentes phases de tests qui ont besoin d'être chacune testées. On a peut-être deux versions de notre produit, deux versions d'une page, d'un site qui ont besoin de voir si quelle version est la plus plébiscitée par les utilisateurs. Et enfin, une fois qu'il est sur le marché, votre produit, votre service ou votre site, ça fait un an, et ben, aujourd'hui, ça n'empêche pas, même avec vos tests utilisateurs, vous l'avez minimisé à vraiment beaucoup tous les imprévus, mais ça n'empêche pas que vous avez peut-être des petites optimisations. C'est normal, les technologies évoluent, vous aussi, le marché, ça bouge tout le temps, c'est quelque chose qui ne stagne pas. Et donc, vous voulez faire des petites optimisations et vous êtes capable aussi à ce moment-là de faire un test utilisateur. C'est pas fou d'aujourd'hui de demander de faire plusieurs tests utilisateurs. C'est même recommandé en tant que, pour moi qui fais ça dans mon métier, moi c'est presque ça m'embête quand j'en fais qu'un. Parce que je me dis, mais enfin, c'est bien, vous validez une première maquette, il faudrait presque en faire plusieurs. Après, c'est un coût. Donc ça dépend en fonction de vos possibilités. Quels sont les bénéfices qui justifient justement l'investissement de toutes ces possibilités, etc. Quel intérêt j'ai à faire ça? À en faire peut-être un, à en faire peut-être plusieurs de tests utilisateurs. Les bénéfices, du coup, j'en ai rapidement parlé. On a ce que j'appelle le désamorçage des imprévus. C'est moi qui le dis comme ça, c'est marqué nulle part. C'est un peu la traduction que je fais, mais vous pourrez le lire si vous allez faire vos propres recherches sur Internet. Pas comme ça, mais c'est un peu dans cet esprit-là. C'est, j'ai une fonctionnalité que j'ai mis en place, mais en fait, personne l'utilise, mais j'ai dépensé pour rien. Bah oui, mais c'est un imprévu. Et tu as un saut quelque part qui ne devrait pas être là. Tu as un utilisateur, en fait, une partie de ta communauté qui est contre ton produit, ton restaurant, ou etc. parce que ils sont dans une communauté qui n'aime pas du tout l'univers que tu as pris, parce qu'ils ont des parties pris qui leur appartiennent. Et ça, ben, vous ne le savez pas, vous ne pouviez pas le savoir. Et parce que vous n'avez pas pu le désamorcer en amont. Donc, ça permet de sécuriser non seulement vos lancements de produits, le lancement des sites, alors que ce soit en termes d'éthique, mais aussi de fonctionnalité, évidemment. Mais ça permet aussi de réduire le stress de vos équipes. Le test utilisateur, il n'est pas utile que pour l'utilisateur final. Il est très utile pour l'utilisateur final, d'accord. Mais il est aussi pour toutes les personnes qui vont travailler avec vous sur le projet. Si vous avez une team avec vous et qu'ils ont une indication claire, straight to the point, ça va leur réduire leur stress. Ils vont pas être en panique de ne pas savoir si ce qu'ils font, ils vont devoir le rectifier le soir même, faire des heures sup. Ils vont se dire, je sais exactement quand je dois le faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire, j'ai tant d'heures, c'est clair dans ma tête. Et du coup, forcément, dans mon boulot, je suis beaucoup plus serein. Ça permet de respecter le budget. Parce que si vous, quand on commence un projet, il y a évidemment un budget qui est alloué en comprenant les tests utilisateurs, souvent, au mieux. Et ça permet de ne pas le dépasser, de ne pas avoir d'imprévu qui a un coût financier. En termes de budget, ça vous permet pas seulement de le respecter, ça vous va permettre de le réduire, ça vous permettre de faire des meilleures ventes même. Et quand je dis les réduire, c'est parce que souvent, je pouvais prendre l'exemple de la production de sites internet, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est du pareil au même pour le lancement d'un service ou d'un produit. C'est que quand vous avez, nous, par exemple, avec le team, on développe un site internet. On nous a dit, OK, donc on le passe aux développeurs qui reprennent les maquettes, qui font tout le développement. Et en fait, on se rend compte 2 mois plus tard, qu'ils nous rappellent, ils disent, ah, mais en fait, il y a ça qui ne va pas sur le côté, il y a ça qui n'est pas utilisé, il y a ça qui ne fonctionne pas. Sauf qu'en fait, toutes les modifications post-sortie d'un site, post-sortie d'un produit, ça ne rappelle pas qu'une équipe, ça rappelle tous les pôles qui ont travaillé dessus, puisqu'ils doivent retravailler de concert. Et ça, c'est un coût, parce que ça génère, c'est du temps et c'est des complications. Et là, vous auriez pu vous épargner beaucoup de temps et du coup, beaucoup de coûts supplémentaires.
Au contraire, si vous ne le faites pas, vous n'anticipez pas. Augmentation des ventes grâce à des meilleurs parcours. C'est dans ce sens-là que je parle de meilleures ventes, parce que l'utilisateur, là, je fais typiquement référence au e-commerce. Au e-commerce où aujourd'hui, on essaie vraiment de réduire un maximum le clic pour tous ceux qui ont déjà travaillé un e-commerce, qui ont un e-commerce ou qui veulent un e-commerce. Je vous le dis, on sait aujourd'hui l'intérêt de faire un e-commerce, c'est de réduire un maximum le clic de j'aime ce produit, je l'achète. Entre ces deux étapes, où il l'a payé ou il l'aime bien, il faut qu'il y ait un minimum de clics, il faut que ce soit simple. Et pour vous dire, j'avais des verbatim là qui étaient de clients, et en fait, mot pour mot, ils disent je veux aller à l'essentiel. Je veux que ce soit, je veux pas chercher. Ils disaient ça, je veux pas chercher. Et en fait, quand on a ça dans la tête, on se dit c'est génial parce qu'en fait, quelqu'un qui a fait l'effort de faire des tests utilisateurs, il va proposer un parcours qui va aller du produit ou du service qu'il propose à l'achat, qui va être hyper intuitif, hyper simple, hyper logique, qui va se faire peut-être en 2 clics. Bien évidemment, ça va augmenter vos ventes, bien évidemment. L'autre partie, c'est la satisfaction utilisateur, parce qu'il y a toutes les histoires de coûts, il y a l'organisation, c'est vrai. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte dans tous les projets, dans toutes les entreprises, c'est la satisfaction que vous en retirez pour vous derrière, mais que vos clients, les utilisateurs en retirent derrière. En l'occurrence, là, pour les utilisateurs, c'est très important d'avoir de l'ergonomie, d'intuitivité. On se trouve, ils y connaissent rien du tout en ergonomie et intuitivité. Mais si ce n'est pas fait, s'il n'y a pas ça, par contre, ils le voient, alors qu'ils n'y connaissent rien. C'est que quand c'est bien fait, ils ne le remarquent pas. C'est souvent ça qui est dommage. Alors que quand c'est mal fait, par contre, on le remarque bien, même si on y connaît rien. Il y a une implication dans le projet. Là, je pense notamment au projet B2B. Si vous faites participer vos partenaires, si vous faites participer vos clients qui eux-mêmes vont pouvoir utiliser ça après, déjà, ça peut les intéresser de voir quelles fonctionnalités vous leur proposez pour leur faciliter la vie. Mais en plus, du coup, ils sont impliqués. Ils ont envie de voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Peut-être ils vont être eux-mêmes prescripteurs de votre produit, service, site internet final. Et naturellement, fidéliser ces utilisateurs, évidemment, parce que ce qui fait qu'on est naturellement fidélisé, c'est pas le marketing, c'est pas le Google Ads à foison, c'est le fait que ça nous est rendu service. Du coup, si je n'apprends rien. Si on y va sur un site internet et qu'on en 2 clics, on a obtenu ce qu'on veut, et que c'était simple, et que c'était clair, et que ça a pris de temps, je n'ai même pas besoin de Google Ads, qui vais retourner naturellement, puisque c'était en fait, le parcours était bien fait parce qu'il correspondait à moi, à ma communauté, avec ma façon de réfléchir, parce qu'on est dans un comportement X à un moment T qui correspond à ma communauté, pas à tout le monde, pas au même moment, qui fait que c'est bien adapté. Enfin, c'est des gains de temps de production. Et là, j'ai mis une dame qui fait « j'ai pas le temps », parce que c'est souvent ça qui arrive. Quand on est sur des projets, peut-être que vous l'avez déjà entendu avec vos équipes, peut-être que vous l'avez vous-même déjà dit, c'est j'ai pas le temps, c'est j'ai un truc à rendre là pour jeudi, c'est la deadline, mon client il va pas passer au-dessus, j'ai pas le temps. Et ça c'est très important, que ce soit pour nous, agences qui faisons les tests utilisateurs, pour vous de votre côté, client, entreprise, pour vos utilisateurs, pour vous-même, c'est un gain de temps, c'est gagnant-gagnant. Par exemple, pour le site internet, quand on a une idée claire de ce qu'il va falloir être fait en termes de design, pour eux, ça va beaucoup plus vite. Ils n'ont pas à faire des allers-retours. Et pareil pour les développeurs. Une fois que c'est clair ce qu'il faut mettre en place, ils n'ont pas à faire des échanges, 1 million d'échanges avec les designers, les développeurs. En fait, c'est clair ce qu'il faut faire. Du coup, ça a été validé en plus. Et puis, il y a une certaine crédibilité. Et du coup, on y va direct, on ne perd pas de temps, au contraire, on gagne. Combien de temps pour réaliser un test utilisateur? Alors ça, c'est
La dernière partie du test utilisateur, je pense on va faire, ce webinaire va durer maximum 35 minutes, donc on est sur la fin. Je finis avec ça, c'est combien de temps pour réaliser un test utilisateur. On a vu à quoi ça ressemble, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, quel intérêt d'en faire un demain pour mon entreprise, pour mon projet. Et maintenant que je sais tout ça, imaginons, on se dit demain, bah ouais, c'est vrai, ça peut être utile, j'ai envie de faire passer une page, j'ai envie d'essayer. Et ben, combien de temps ça va me prendre? Moi, je suis en train d'avoir des prototypes de réfléchir avec mon équipe pour un truc, je voudrais le faire évaluer. Mais ça va me prendre un jour? Est-ce que ça va me prendre un mois? Parce que moi, dans une semaine, en fait, il faut que je donne mes résultats à mon N+1. Hein, sinon, ça va pas être possible. Eh ben, en temps, pour réaliser un test utilisateur, on va le décortiquer ensemble un petit peu pour voir, pour comprendre un peu mieux comment ça se passe. C'est typiquement ce que j'explique à mes clients quand ils me demandent de faire un test utilisateur. Donc vous l'avez en avant-première. En gros, on commence toujours par des réunions de lancement où là, mon objectif à moi, c'est une petite checklist où je veux récupérer toutes les informations déjà un peu sur le marché, me faire briefer un peu comment ça marche, mais surtout sur les psychologies d'utilisateurs qui sont susceptibles de passer dans ce test utilisateur. Est-ce que ce sont plutôt des consommateurs, des professionnels, est-ce que ce sont des techniciens ou des cadres? Et en fonction de s'il y a peut-être tout, un peu de tout, eh ben, je vais demander différents profils. Eh ben, je vais demander, OK, dans les professionnels, je veux quelqu'un qui pose, un technicien, mais je veux aussi un cadre qui ne va pas du tout aller au même endroit et faire avoir les mêmes comportements. Parce que je veux varier au maximum ma diversité de profils. Je leur précise tout ça. On a soit un rendez-vous avec un commercial, ça arrive, qui eux vont me donner les contacts, soit la personne de la réunion de lancement est déjà un responsable marketing qui a déjà eux-mêmes les contacts et ils nous les passent. Quand je parle des contacts, c'est les coordonnées des utilisateurs. Et nous, ensuite, une fois qu'on a les coordonnées des utilisateurs, on a bien checké qu'ils étaient différents, que les profils variaient, qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs, ben, moi, je sais derrière que je vais pouvoir créer des scénarios d'usage, comme on a vu tout à l'heure, qui sont différents. Et donc, je vais prendre rendez-vous avec ces utilisateurs, je les appelle. Ils ont été prévenus, du coup, à l'avance par la boîte qui les a recommandés. Je leur dis, bah, bonjour, je m'appelle Lucas, le NIMA, utile. Et est-ce que vous êtes au courant qu'on va en contact pour un test utilisateur? Oui, on est au courant. J'explique un petit peu. Je prends rendez-vous avec eux, je cale une date. On se met d'accord sur le format. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes disponible pour venir? Non, ok. Est-ce que en distance possible? Est-ce que vous avez une vidéo, une caméra et un micro? Parce que c'est important. Oui, j'en ai un. Ok, on peut faire ça à distance, pas de problème. On note ça. Je précise les outils. Entre-temps, moi, je vais communiquer tous ces profils-là aux designers, parce que quand on fabrique une maquette, vous vous en doutez, c'est beaucoup de gabarits génériques. Et on va pas avoir tout rempli alors que c'est qu'une maquette. Il n'y a pas de photos, les textes, il y a beaucoup de choses qui sont en latin. Et du coup, ben, en fonction de si je veux avoir un utilisateur qui est plus axé sur un secteur d'activité très précis, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, on avait sur notre dernier client des utilisateurs qui étaient dans l'eau, l'assainissement de l'eau, le cycle de l'eau, des trucs comme ça. Alors que l'entreprise pour laquelle on travaillait, ne faisait pas du tout que l'eau. Hein. Ils avaient des secteurs d'activité dans énormément de choses. Il y avait le feu, incendie, etc. Mais il se trouvait que les utilisateurs qu'ils avaient, ils travaillaient tous dans l'eau. Ah bah, moi, ce que j'ai communiqué aux designers, c'est qu'ils développent justement tous les parcours où il y avait plutôt sur ces secteurs d'activité-là, de l'eau, du cycle de l'eau et tout, et que pas les autres. Parce qu'en fait, les utilisateurs n'allaient pas utiliser les autres parce que ça ne les concernait pas et que tous les produits qu'ils étaient amenés à chercher dans leurs objectifs de petits scénarios d'usage et tous les renseignements, informations qu'ils allaient vouloir grappiller sur le site, eh ben, ils allaient toujours chercher pour eux, pour leur métier, pas pour les métiers des autres qui ne connaissent pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est restreint à faire
à développer plus du coup la maquette du côté de ces secteurs d'activité-là pour que l'expérience elle soit complète, qu'ils puissent cliquer sur un maximum de choses, etc. Que ce soit cliquable, qu'il y ait les textes, qu'il y ait déjà un petit peu écrit des définitions des produits, ainsi de suite. Et on a la création des documents de suivi de test. Donc ça, c'est la création des documents que moi, je vais utiliser pour animer le test utilisateur, pour pouvoir récupérer de la donnée, pour pouvoir faire suivre le bon déroulement aux utilisateurs, etc., etc. On a une partie après qui est la partie 4 qui se découpe vraiment, qui est le passage du test utilisateur. On a eu toute cette planification, maintenant je le fais passer, c'est la passation du test où je vais animer le test, donc je rejoins l'utilisateur, je le lui donne, je l'accueille, je le mets à l'aise, c'est très important d'avoir une position assez confortable par rapport à lui. Et je vais du coup prendre en note toutes ses réactions, comme on a vu, ses commentaires, son comportement par rapport à scénario A, par rapport à scénario B, etc., etc. Et évidemment répondre aux questions. Et la dernière étape, c'est l'analyse et l'interprétation. C'est une étape qu'il ne faut pas squeezer, au contraire. Une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai remercié tous les utilisateurs, que tout le monde est passé, eh ben, je vais prendre toute la donnée, les enregistrements que moi j'ai eus, et je vais les analyser. Donc, je vais commencer à faire des tableaux, des graphiques pour comprendre où est-ce que tous ont fait des erreurs, où est-ce que tous ont réussi, et tous les commentaires qu'ils m'ont fait. Dans le débrief, on fait des petits entretiens où on parle un petit peu plus librement. Et là, par exemple, ils vont parler, utiliser certains vocabulaires que moi je vais retenir et que je vais ensuite transmettre. Et je vais noter et interpréter tout ça pour donner des recommandations sous une forme de document final à l'entreprise qui a demandé le test utilisateur pour leur dire, eh ben, écoutez, sur la maquette V1, ça se passe comme ça. Il y a une recommandation, c'est ça. Vos utilisateurs, ils sont comme ça. Ça représente quoi en termes de temps? Donc, combien de temps il vous faut pour combien de temps il faut faire un test utilisateur ou il vous faut si vous voulez le faire vous-même. On a la première partie, vous voyez, c'est le 1, 2, 3. Tout ça, c'est la planification. C'est une partie, quand on pense au test utilisateur, on dit ouais, on le fait passer et on oublie trop souvent qu'en fait, il y a toute une partie de planification avant qui prend une journée entière. Alors, pas forcément 24 heures d'un coup, ça le prend, c'est pas, mais c'est une journée de travail, c'est 7 heures. On ne prend pas 7 heures d'un coup, on va prendre 7 heures par-ci par-là, mais ça prend une journée de planification. Une journée de passation, ouais, il faut bien une journée pour les faire passer. Pourquoi? Parce que un test utilisateur, ça dure entre 30 et 90 minutes, et donc en moyenne 60 minutes, soit 1 heure. Et le temps de faire passer tout le monde, sachant que vous pouvez avoir de 5 à 8 utilisateurs pour un essai de maquette, bah, votre journée elle est rapidement prise. Et du coup, même avec 5-6 utilisateurs, bah, vous avez déjà une journée qui est passée et c'est déjà beaucoup. Donc ensuite, on a une dernière partie qui dure un jour également, car ça dépend après quand on est deux ou un pour faire le test utilisateur, parce que quand on est deux, forcément, il y a quelqu'un qui a le rôle d'observer, de noter plein de choses en plus, et que ça va accélérer la cadence de l'analyse. Mais par exemple, quand on est tout seul, on doit reprendre les enregistrements, les revisionner, on va renoter ce que chacun a fait, on renote bien tous les commentaires, et faire tout ça pour chaque utilisateur, sachant que chaque test utilisateur peut durer en moyenne 1 heure, ben, ça vous demande pareil, bien une journée de faire toute l'analyse, surtout qu'à la fin de cette analyse, il faut que vous regroupiez tout en résultats qui soient compréhensibles pour votre client et qui a un sens avec une interprétation, une petite presse qui va avec pour que ce soit puisse être exploité à la fin. Voilà pour le test utilisateur et quel intérêt, comment j'augmente ma rentabilité grâce à lui. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions en chat. Il est 14h38, ça aura pris 40 minutes. J'avais dit 1 heure au cas où. Je préfère finir avant, ça m'arrange.
Évidemment, il y aura un replay donc, de ce que vous venez de voir, que je partagerai sur le YouTube de Pilotine, où j'essaierai de vous mettre la vidéo dans la description des 5 étapes pour l'interview qu'on a vue au début et toute autre ressource qui pourra vous être utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous pouvez aussi me dire si ça vous a plu, tout simplement. Moi, entre 0 et 5, si ça vous a été utile. 5, ça a été génial, c'est hyper utile ce que j'avais besoin. 0, c'est que bah, je savais déjà tout et ça ne servait à rien. Dites-moi en chat, il reste encore 5 minutes puisqu'on est un petit peu en avance. En entendant, tac, hop là, je vous invite aussi à faire un petit tour sur mon LinkedIn si vous voulez. Vous pouvez m'ajouter si vous avez des questions, si vous finissez le webinaire et que demain vous avez une question, vous dites ah, c'est vrai, je vais vous demander ça. Venez m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je vous réponds, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Alors, Juliette, tu me dis, je suis arrivé au milieu, vous l'avez peut-être dit, il est possible de faire des tests à distance en ligne. Complètement. Ouais, on a passé cette étape. Mince, c'est dommage, tu n'étais pas là, mais au pire, il y aura le replay. Complètement possible de faire des tests à distance en ligne. Et même, c'était vraiment bien pratiqué pendant cette période de confinement. On peut utiliser des outils faits pour ou des outils gratuits. C'est ce que j'ai raconté. C'est que nous, on avait utilisé Google Meet. On avait fait un petite technique dessus d'utiliser en fait le partage d'écran pour voir et enregistrer ce qui se passait chez l'utilisateur pendant qu'il évoluait sur la maquette. Donc complètement possible de faire des tests en ligne. On enregistre en même temps les commentaires qui nous fait et tout. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Le seul bémol et la seule chose auquel je dirais faites attention sur le test en ligne, de façon formelle, c'est pour tout le monde, hein, c'est que tout le monde n'a pas forcément de webcam avec le micro. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois avec un autre client où, en fait, on avait mis un temps de préparation, en général, ça dure 10 minutes, le temps de mettre la personne dans le bain, etc. Mais il y avait, en fait, sa webcam ne marchait pas, on en avait que le micro, et c'était un petit peu galère de mettre en place, et du coup, ça vous fait décaler les autres rendez-vous, etc. Donc, à prévoir, à anticiper, ça peut arriver. C'est un peu le défaut de trucs à distance. C'est que si la personne n'a pas un matériel tip-top, ça peut être un petit peu compliqué. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'avantages, notamment géographiques. Totalement. Ouais, LinkedIn, si vous voulez, vous pouvez me laisser des petites recommandations aussi. Ça m'aide vachement dans mon métier, sur la compétence que vous voulez, etc., etc. Quand je vais de rien, Juliette. Quand je vais vous donner le replay sur YouTube, qui sera sur la chaîne de Pilotine, je vous mettrai aussi en description la présentation. Je mets ça sur SlideShare. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez retrouver la présentation entière si vous voulez la récupérer pour faire un moyen mémotechnique, etc. Et sinon, envoyez-moi un message. Il n'y a pas de problème. Sur ce, eh ben, si vous n'avez pas de questions, on va clôturer ce webinaire. Et je vous souhaite tous une excellente journée. À bientôt.